Bonsoir à tous, c'est un plaisir de savoir que vous êtes présents au grand rendez-vous de BB24 ce soir. Nous sommes en début de semaine et j'espère bien que ça se passe très bien à votre niveau. Et déjà, pour le compte de ce soir, l'équipe de BB24 vous a conçu un bon menu que vous allez découvrir juste derrière la météo que voici. Le grand rendez-vous se joint aux acteurs étatiques, aux acteurs non étatiques, bien évidemment, pour lancer un appel, bien sûr, à l'État pour accorder plus d'attention aux soins, au secteur hygiène et assainissement au Bénin. Nature et bien-être reçoit pour vous un journaliste des questions environnement qui vient partager avec vous les recommandations du sommet africain sur l'hygiène et l'assainissement. L'information de courte durée pullule aujourd'hui au Bénin. On se pose beaucoup de questions. En tout cas, vous pouvez déjà lire sur ces affiches de ces annonces de formation. Devenez entrepreneur ou spécialiste en agriculture, en maintenance informatique, réparation de téléphones et pourquoi pas bien d'autres secteurs. Et alors, question pour vous, chers téléspectateurs, peut-on vraiment réussir à devenir entrepreneur ou un employé efficace après 2 mois de formation ou 3 mois de formation? L'expert de ce grand rendez-vous va répondre à la question. Autant savoir aujourd'hui, Agnat et son invité nous amènent faire un tour dans l'univers des raquettes et des balles de tennis. Vous devez déjà comprendre que nous allons parler aujourd'hui du tennis, une discipline sportive qui n'est pas aussi pratiquée au Bénin comme le football, voilà, qui connaît vraiment une très grande affluence. Voilà donc pour le menu des plateaux de ce grand rendez-vous. N'oubliez surtout pas qu'il y aura ActuWeb et aussi le journal qui viendra à 19h45 et sera présenté par Estelle Pazou. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous Assio. On se retrouve tout à l'heure à 19h45 exactement avec quel menu? Alors, c'était une première pour eux et ils l'ont marqué de fort belle manière. Les artisans béninois se sont retrouvés pour la journée de l'artisan béninois. Ils étaient couturiers, cordonniers, matelassiers ou encore brodeurs. On parle également dans le journal de la journée africaine de l'alimentation. Alimentation qui apparaît désormais comme un outil de maintien des enfants à l'école. Et puis, les organismes génétiquement modifiés ne font toujours pas l'unanimité. Un naturaliste en parle et dit clairement sa conception à lui des OGM. Les détails sont à suivre à 19h45.
Bien sûr, à 19h45, donc, Estelle Pazou pour les détails, comme vous l'avez annoncé. Et on va vous retrouver avec beaucoup de plaisir, avec votre jolie robe ce soir, couleur bleu ciel. J'aime bien la couleur. Merci à vous, Assio. Allez, rendez-vous tout à l'heure. À Donc, tout à à l'heure. 19h45, on continue sur ce plateau avec les plateaux. On ouvre tout de suite par l'Espère. Vous êtes sur le grand rendez-vous avec l'Espère de ce grand rendez-vous. Avec lui, nous parlons aujourd'hui des formations de courte durée. On se pose la question de savoir en réalité si, après donc avoir suivi ces formations, on peut être un bon employé, c'est-à-dire un bon employé, on peut être efficace sur le marché de l'emploi ou être capable d'installer déjà son entreprise après 2 ou 3 mois de formation, puisque ces genres de formation pilule, et c'est le message principal pour attirer les jeunes vers ces genres de formation. J'ai en plateau pour en parler M. Augustin Faton, qui est formateur, il est entrepreneur, lui-même formateur en entrepreneuriat. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau me parler de ce sujet. C'est vrai, ça pullule, hein, ces genres de formation. Vous devez constater cela avec nous, que le principal message pour attirer le public, c'est-à-dire les jeunes, vers donc, cette formation, c'est que arrêtez d'être chômeur après 2 ou 3 mois de formation. Est-ce que vous pensez que c'est efficace? C'est possible de devenir spécialiste dans un domaine après 2 ou 3 mois de formation? Voilà, je pense que là, vous abordez une question critique parce que sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, on lit trop de choses, trop d'offres de formation et on peut bel et bien se poser la question de savoir si vraiment ces formations sont efficaces. Vous posez la question de l'efficacité des offres de formation de courte durée. Oui. Je pense qu'il faut revenir sur le contexte et qui fait la demande. Le vrai débat est que beaucoup de jeunes ne sont pas en situation professionnelle et leur souci premier, c'est de réussir une vie professionnelle. La formation de courte durée, elle est très importante pour une personne en situation professionnelle. Lorsque on fait une analyse du besoin en termes de formation et que l'ensemble des dispositifs, des outils d'analyse sont utilisés pour bien évaluer sa pertinence, mais également que l'évaluation soit faite de telle sorte qu'on puisse mesurer les acquis, c'est-à-dire l'efficacité pédagogique, mais également, en dehors des acquis, on puisse aussi mesurer le transfert, c'est-à-dire l'utilisation effective des connaissances reçues dans le monde professionnel, dans l'emploi que l'on occupe, et également l'impact. Alors, si je comprends bien, à travers votre définition, c'est-à-dire les formations de courte durée sont beaucoup plus adaptées à des gens qui sont déjà en train de travailler. Dans une situation professionnelle, ça c'est clair. On en a besoin pour actualiser ses connaissances parce que nous sommes dans un monde très dynamique, tout évolue à la vitesse de la lumière. Si vous êtes à un poste et que vous n'êtes pas ouvert au savoir-faire ou bien au savoir au monde entier, vous risquez de devenir caduc. Et c'est pour cette raison que les formations de courte durée sont d'une importance capitale pour ceux qui sont en situation professionnelle. Maintenant, pour ceux-là même, il faut évaluer la pertinence. Il faut une évaluation en amont qui permette à l'employeur de se rendre compte que vraiment, il y a un besoin en formation et les formations choisies répondent effectivement, sont là pour combler ce besoin. Ensuite, il faut évaluer. Il faut une évaluation. Souvent, les gens font l'évaluation pédagogique, c'est-à-dire sur les acquis, mais tout ce qui concerne le transfert, après que l'individu soit formé, les questions de l'application des connaissances reçues et leur effet sur leur production et professionnelle, tout ça n'est pas pris en compte. Donc, les formations de courte durée sont effectivement importantes pour une personne en situation professionnelle, quand c'est bien organisé, quand c'est encadré de toute la démarche qu'il faut, c'est très bien. Alors, mais maintenant, quand vous allez de l'autre côté, où les gens aujourd'hui pensent que une jeunesse qui est mal formée du fait de notre système éducatif et qui a envie de se lancer dans une affaire, mais c'est illusoire de penser qu'une formation de courte durée puisse permettre à une telle personne d'avoir toutes les aptitudes techniques, professionnelles, le savoir-faire et le savoir-être. C'est illusoire.
C'est illusoire. Oui. Donc, et vous voyez, en fait, c'est du business. C'est du business qu'on fait en s'appuyant sur l'ignorance de ces jeunes ou de ces personnes qui sont en situation de vulnérabilité par rapport à l'emploi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, c'est ce qu'on comprend. Donc, ce ne sont pas des formations qui devaient être adressées à des gens, qui devaient viser une cible, c'est-à-dire des personnes qui sont au chômage, des jeunes qui n'ont pas trouvé du travail, en fait, qui sont sous-employés et tout le reste. Donc, ce n'est pas des formations pour devenir vraiment spécialiste d'un domaine donné. C'est clair et ça pose un véritable problème parce qu'il y a un ensemble de programmes de l'État qui portent ces genres de formations de courte durée où on va chercher des jeunes, on les met dans des formations d'une semaine, des formations de 3 jours et on investit des milliards dedans. Vous pouvez comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons un tissu économique qui ne répond pas, qui n'est pas en mesure de créer la richesse et l'emploi à la hauteur des besoins exprimés par la nation. Et ces programmes, on investit des milliards dedans. Autant veiller à la qualité des interventions en ciblant ces personnes, bien sûr, mais en les intégrant dans une formation beaucoup plus structurée qui leur permet non seulement de recevoir tout ce qu'il faut et ensuite d'évaluer dessus un processus. Je pense que c'est très important et les programmes doivent revoir tout ça. C'est ça qui explique même que certains fonds, on dit, oui, on les accompagne à faire rapidement un plan d'affaires. Et ensuite, on met des millions à la disposition de ces gens qui n'ont aucune expérience professionnelle et on attend que ces gens produisent du résultat. C'est illusoire. Et c'est ça qui explique les échecs. Mais on en a vu quand même qui présentent un semblant de réussite dans ce genre de processus. Par exemple, quelqu'un qui a fait un master en banque et finance qui aujourd'hui se retrouve dans une entreprise de vente de canvas, par exemple, de tissu, du pain tissé aujourd'hui, et qui a une entreprise et qui gère. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez en réalité qu'après avoir suivi 2 ou 3 mois de formation en pain tissé aujourd'hui, elle a son entreprise aujourd'hui qu'elle gère? Bon, attendez, de telles réussites. Vous parlez de quelqu'un qui a fait un master en banque et finance. Regardez son niveau intellectuel. Est-ce que celui-là est un manager qui recrute des personnes ayant suivi une formation dans le tissage de paille et qui les organise? Ça, c'est un aspect. Celui-là a besoin d'une formation de courte durée. Il a besoin de connaître certains éléments qui lui permettent en réalité de suivre son entreprise, de suivre le travail que font ses collaborateurs. Ces éléments, il faut les dissocier. Des gens qui n'ont aucune formation et qu'on leur propose des formations de courte durée et après ça, on attend que ces jeunes personnes réussissent, ça ne donnera pas quelque chose. Donc, c'est évident que la formation de courte durée, elle est intéressante pour une personne en situation professionnelle. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pratiquement rien en la matière, je pense qu'il faut revoir le type de formation et ça doit être forcément une formation d'une durée beaucoup plus longue. Beaucoup plus longue. Donc, vous pensez que ces jeunes que le FNPEJ, par exemple, finance aujourd'hui au Bénin, que ce soit des gens qui ont suivi vraiment des formations de longue durée et à qui on apprend maintenant à pratiquer ces métiers. Attendez, le FNPEJ, je pense qu'ils sont en train de réformer tout le programme et c'est heureux de le constater. Nous avons reçu déjà des experts qui sont en train de revoir tout au niveau des réformes. Mais vous voyez, ces jeunes qui ont reçu les ressources du FNPEJ, combien l'État a pu récupérer? C'est lié à ça. C'est lié à ça que, oui, on dit plan d'affaires. Regardez quelqu'un qui n'a jamais géré 200 000, il fait un plan d'affaires d'1 500 000. C'est un échec. Ça ne donnera rien. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il veut faire. L'illusion du plan d'affaires, on doit sortir de ça. Il faut sortir de l'illusion du plan d'affaires. Une personne en situation professionnelle, vous suivez quand même, vous prenez un jeune, même s'il n'a pas reçu une formation déjà, et qu'il est par exemple dans le maraîchage, et qu'il le fait, et qu'à un moment donné, il soit allé dans une formation de courte durée, juste pour affiner son expertise, sa manière de faire. Vous allez voir systématiquement que c'est différent. Quand un jeune qui n'est pas du tout dans le maraîchage, il se lève, il dit « moi je veux faire le maraîchage ». Vous l'envoyez sur
dans une formation de courte durée de 3 jours pour qu'il apprenne le maraîchage. Et après ça, vous dites que bon, vous mettez à sa disposition les ressources pour qu'il puisse appliquer ce que... Non, c'est illusoire. Je pense que nous devons revoir tout ça. Et nous estimons que l'État a pris la mesure de la situation et qu'on va désormais évoluer autrement dans une démarche beaucoup plus pertinente qui permette véritablement d'outiller la jeunesse pour relever les défis de l'auto-emploi. Parce qu'il n'y a plus d'emploi, il n'y a pas d'entreprise. Dans nos communes, il n'y a pas d'entreprise. Et on ne doit pas se perdre en faisant des options, en faisant le choix des options dans ce sens-là. Et c'est beaucoup plus ça qui impacte négativement le tissu économique et nous assistons à un véritable retard dans notre économie. Dans notre économie, disons, les formations que vous proposez, plutôt que ces formations-là soient orientées vers des entreprises déjà installées et aussi vers des jeunes qui ont déjà suivi des formations de longue durée. Et qui aujourd'hui... Ils sont peut-être dans une entreprise, ils sont en train de faire quelque chose, parce qu'il y a quelque chose, il y a l'inadéquation entre les offres de formation et le besoin du marché qui fait que la plupart des jeunes qui sortent de nos universités, ils vont se retrouver dans des emplois totalement différents de ce qu'ils ont appris. Mais forcément, leur niveau intellectuel aidant, ils arrivent à s'adapter. Pour ces personnes qui ont commencé à le faire, je pense qu'une formation de courte durée est nécessaire et même urgente et même importante pour que ces personnes puissent accroître leur capacité, accroître leur efficacité. Mais il faut que cela se fasse dans une certaine démarche. Il faut qu'on évalue en amont quel est le besoin de la personne et le situer de manière très pertinente. Ensuite, il faut une démarche. La démarche constituera à évaluer, à faire une évaluation pédagogique des acquis, ensuite une évaluation du transfert et puis l'impact que cela génère à long terme dans le processus. Et ce qui n'est pas toujours fait. À la fin des projets, on dit oui, nous les avons formés, vous allez voir les consultants qui vont mettre des fiches d'évaluation, mais ça ne suffit pas. Il faut suivre jusque dans le milieu professionnel pour voir si ce qui a été donné en termes de compétences est transféré dans le quotidien. Et ensuite, quel impact ça a eu sur le chiffre d'affaires, sur le résultat, l'accueil du client. Et c'est tous ces éléments qu'il faut mettre en place avant de parler de formation de courte durée. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Augustin Faton, pour toutes ces explications. On comprend tout simplement qu'une formation de courte durée ne peut pas donc amener le formé, si vous voulez, ou le stagiaire, celui qui a suivi la formation, à devenir un grand entrepreneur. Non. C'est de l'incantation. Et quand on est aussi novice d'un domaine, on ne devient pas aussi un bon employé juste après avoir suivi une formation de courte durée. Vos propositions seront certainement prises en compte dans les réformes à venir dans ce secteur-là. Merci beaucoup à vous et à très très bientôt. La suite de ce grand rendez-vous, ça va se faire avec Nature et Bien-être. Oui, on va prendre les environnementalistes avec eux. Nous parlons du sous-secteur hygiène et assainissement. Oui, c'est carrément un appel que nous lançons aujourd'hui à l'État béninois à accorder plus d'attention au sous-secteur hygiène et assainissement. Oui, ça manque un peu de financement, ça manque aussi un peu de réforme pour pouvoir rendre ce secteur efficace pour permettre aux Béninois de jouir d'un environnement propre et qui lui permettent en tout cas de vivre bien. Alors pour répondre à cette question, pour vous présenter donc ces propositions, nous avons invité sur ce plateau un journaliste. Avant de le recevoir, on va suivre d'abord ce commentaire sur image. Des latrines en mauvais état. Ces images reflètent le manque d'hygiène et d'assainissement du cadre de vie dans certaines localités du Bénin. En 2017, les données du ministère de la Santé révèlent que 87% des populations pratiquent la défécation à l'air libre. C'est un problème de santé publique unanimement reconnu. Autant ce constat reste le même dans les milieux urbains. Et pourtant, pour solutionner ce problème environnemental, l'Organisation mondiale de la santé propose une série de comportements à adopter, à savoir le lavage des mains à l'eau et au savon, la construction d'ouvrages d'assainissement et la consommation d'eau potable. Dans le cas du Bénin, une politique d'assainissement est adoptée dans plusieurs villes. Elle consiste, entre autres, à doter plusieurs villes de structures de pré-collecte et de collecte des déchets ménagers.
Également, une police environnementale est formée et déployée sur le terrain pour sensibiliser au respect des règlements en vigueur. Le Bénin, à l'instar des autres, accorde un intérêt particulier aux problèmes d'hygiène et d'assainissement en Afrique. C'est la raison d'être du sommet africain sur l'hygiène et l'assainissement Africa-SAN. Il tient lieu tous les 4 ans. Cette année, la 5e édition a eu lieu en Afrique du Sud, avec pour principal objectif des actions plus fortes pour endiguer définitivement les problèmes d'hygiène et d'assainissement. Allez, merci beaucoup à vous, Cécile Roundé, pour ce commentaire sur Image. On revient en plateau avec M. Alain Torsounon. Bonsoir. Oui, bonsoir, chef confrère. Oui, journaliste spécialiste des questions en eau. Ce soir, nous parlons avec vous de la politique du Bénin concernant l'hygiène et l'assainissement et surtout présenter aussi tout ce qui a été dit au niveau du sommet panafricain sur l'hygiène et l'assainissement tenu en Afrique du Sud en février dernier. Ouais. Vous y avez participé. Vous êtes donc revenu avec toutes ces propositions. Mais dites-nous déjà, en matière d'hygiène et assainissement au Bénin, la politique du Bénin se résume à quoi en réalité? Bon, il faut dire que au niveau donc, de l'hygiène et de l'assainissement, d'abord c'est un sous-secteur qui est sous tutelle du ministère de la Santé, alors qu'ailleurs ce n'est pas ça, parce que vous avez ailleurs un ministère de l'eau et de la Santé, parce qu'on ne peut pas parler de l'eau sans parler de l'hygiène et de l'assainissement de base. Donc vous comprenez déjà qu'il y a un problème au niveau institutionnel qui se pose. Au niveau de la politique, il faut dire qu'il y a eu des avancées en termes d'élaboration de la politique publique. Donc on a une politique nationale de l'assainissement. Ensuite, il y a une stratégie nationale de promotion de l'hygiène de l'assainissement de base. Il y a une première phase qui est terminée en 2015. Il y a une nouvelle stratégie donc, qui a été élaborée, donc, qui attend d'être adoptée par le gouvernement. Au niveau de cette politique-là, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'orientations qui ont été retenues en ce qui concerne le lavage des mains dans les écoles, qui doit être systématique. Vous avez aussi, de plus en plus, en termes de stratégie, on a adopté, par exemple, l'assainissement total piloté par les communautés, qui est donc une stratégie qui fait école dans un certain nombre de pays et qui, aujourd'hui, constitue une porte d'entrée. L'une des mesures fortes de la nouvelle stratégie, c'est qu'on ne doit plus faire de la subvention, par exemple. C'est-à-dire qu'auparavant, on donnait de l'argent aux ménages pour pouvoir réaliser un certain nombre de toilettes, mais on s'est rendu compte que cette stratégie n'a pas fonctionné parce que, lorsqu'on donne de l'argent, finalement, ces latrines qui sont réalisées avec la subvention deviennent des magasins où les toilettes ne sont pas fréquentées, tout ça. Donc, aujourd'hui, on fait du déclenchement. Vous parlez donc des toilettes publiques? Non, pas des toilettes publiques, de latrines familiales. De latrines familiales. Ça a été fait. Ça a été fait par le passé. Oui, ça a été fait par le passé. Mais à l'évaluation, on s'est rendu compte que ça ne portait pas des fruits parce que ces toilettes qui étaient réalisées n'étaient pas fréquentées par les populations. Donc, et pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque on ne connaît pas l'importance de la latrine, vous savez qu'il y a des pratiques, c'est-à-dire que la défécation à l'air libre dans les villages, par exemple, ça a toujours été un sport quotidien des populations qui se lèvent le matin et qui vont dans la brousse, qui reviennent. Ça leur fait même un sport. Qui vont même à la plage. Qui vont à la plage, pour parler de Cotonou et de toute la zone du littoral, Grand Popo, et puis... donc, vous voyez, aujourd'hui, on a compris qu'effectivement, qu'il fallait mettre fin à cette subvention, mais d'accompagner, d'amener les populations elles-mêmes à travers un certain nombre de séances et autres, à comprendre qu'en réalité, qu'elles consomment leur propre caca, puisque même si c'est derrière la maison que vous allez faire le caca, ça peut vous revenir, parce que l'eau va transporter dans les plans d'eau, vous allez manger le poisson, ça peut vous revenir et tout ça. Donc, on a dit qu'il vaut mieux absolument travailler sur les mentalités pour permettre aux populations de comprendre l'importance que disposer d'une toilette, ça vous mettait à l'abri des maladies, mais aussi ça vous permet de gagner beaucoup d'argent parce que ça vous évite que les enfants tombent malades et que il y a la diarrhée et tout ça. Et ça vous évite aussi d'aller au chevet de l'enfant et d'abandonner vos activités. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, en termes de politique et de stratégie, ça marche. On a les politiques, on a la politique, on a la stratégie.
Et aussi, il faut rappeler que le Bénin, au niveau des Nations Unies, dans le cadre des objectifs de développement durable, par le passé, il n'y avait pas la question de l'hygiène de l'assainissement. Elle avait été, on avait juste dit qu'il fallait réduire de moitié avec les OMD, le nombre de personnes qui n'ont pas accès au système d'assainissement. Aujourd'hui, en 2030, on dit qu'il faut finir, par exemple, avec la défécation à l'air libre. Donc, ça veut dire carrément avec ça. Il faut finir avec ça. En 2030, il faut finir avec la défécation à l'air libre. Et les engagements de Ngor, au dernier sommet de Africasan à Dakar en 2015, les engagements de Ngor donc, sont venus encore renforcer cet engagement-là mondial pour l'accès universel au système d'assainissement. Est-ce que ça a été pris en compte déjà au Bénin? Donc, absolument. C'est en cours parce que, comme les autres ODD, c'est qu'il faut absolument que maintenant la stratégie et les politiques donc, puissent intégrer dans l'agenda de développement les différents objectifs de développement durable. Seulement, on se rend bien compte qu'il y a des défis qui sont énormes concernant ce sous-secteur-là. Parce que quand vous prenez par exemple l'accès à l'eau potable, le gouvernement est en train de faire une mobilisation spectaculaire, en mobilisant près de 400-500 milliards, mais on n'a même pas le milliard pour l'hygiène de l'assainissement. Or, ces deux sous-secteurs sont connexes. Et déjà notre confrère de Banouto qui précise dans un article en novembre dernier, seulement novembre 2018, qu'au Bénin, hygiène et assainissement de base, un déficit de 10 milliards par an. Oui. Bon, je pourrais même dire plus, parce qu'il y a des études qui ont été faites en 2010 par le programme eau et assainissement de la Banque mondiale, et qui ont dit que, par exemple, que chaque année, c'est 52 milliards que notre pays perd à cause d'un mauvais assainissement. Vous comprenez que nous perdons 52 milliards. Et quand vous prenez les statistiques actuellement, selon l'enquête de démographie de la santé 2017, dit que 87% des populations, des ménages au Bénin ne disposent pas de système d'assainissement et de système amélioré d'installation sanitaire. Et quand vous prenez, plus d'un ménage sur deux ne dispose pas de toilettes. Plus d'un ménage sur deux. En milieu rural, vous avez seulement 6%. Et en milieu urbain, vous avez 22%. 22%. Donc, ça veut dire que le problème, il est là, et c'est un phénomène, c'est-à-dire que la défécation à l'air libre ou à l'eau, parce que quand vous allez derrière le pont juste à côté, à Sainte-Cécile ou bien autre, vous vous rendez compte que directement, les populations défèquent dans les plans d'eau, dans les cours d'eau. Donc, vous comprenez même que... à Ganvier. Même à Ganvier, vous allez... parfois, vous avez tellement honte d'amener des touristes là-bas parce que devant les touristes, vous voyez donc des populations qui défèquent au niveau des cours d'eau. Donc, le problème, il est important et on devrait absolument avoir des mesures très urgentes pour contrer ce mal-là. Vous étiez quand même en Afrique du Sud en février dernier où ces questions ont été donc abordées. Est-ce qu'ils ont donné des clés pour permettre au pays de réajuster leur politique au plan national? Je crois qu'après les engagements de Ngor qui ont été pris, le sommet de Cape Town, c'était un peu d'évaluer, de voir un peu, 4 ans après, est-ce que les États ont pris la mesure donc, ou ont pris un certain nombre de mesures pour arriver à bout du phénomène, parce que 2030 n'est pas loin. Alors, ce qu'on a constaté, il y a le Conseil africain, donc le Conseil des ministres de l'eau et de l'assainissement, la structure AMCAO qui organise donc le sommet Africasan, qui est à sa 5e édition. Alors, on a constaté que dans les pays globalement africains, il y a eu très peu de progrès. Seulement, vous avez des pays de l'Afrique du Nord qui sont en avance sur ces questions-là. Vous avez également des pays comme l'Afrique du Sud et autres. Mais dans leur grande majorité, les États africains sont en retard. Pourquoi? Parce que en dehors donc, du leadership, on voit maintenant, et des politiques. Donc, on sent que, j'ai dit pour le Bénin, qui par exemple, il y a une politique nationale, il y a une stratégie nationale et autres, des efforts ont été faits pour... Mais maintenant, en termes de positionnement, c'est-à-dire de priorisation de ce sous-secteur-là, c'est encore très faible. C'est-à-dire que quand vous prenez les priorités, par exemple, du gouvernement, dans les priorités du gouvernement actuel, mais quelle place occupe la question de l'hygiène de l'assainissement? On ne sait pas. On sent très bien, mais on sait très bien que ce n'est pas encore une priorité. Ce n'est pas une priorité comme l'eau potable. On peut comparer les deux sous-secteurs parce qu'on fait la revue annuelle des deux sous-secteurs ensemble. Mais on se rend compte que sur la question de l'eau potable, on avance, mais sur la question
de l'hygiène de l'assainissement de base, on n'avance pas. Or, et on continue toujours de perdre les 57 milliards? Ben absolument, parce que si l'eau est potable à la source, mais le transport, le stockage dans les ménages, la manipulation, l'utilisation. Donc, vous pouvez avoir de l'eau potable dans un point d'eau, dans un forage qui est propre à la consommation, mais à la maison, le ménage, au niveau du ménage, l'eau peut être impropre. Polluée. Et quand c'est comme ça, c'est que vous n'arrivez pas donc, à atteindre les objectifs, à savoir améliorer les indicateurs en matière de santé et autres. Là, ça, on n'avance pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se rend bien compte qu'en termes de priorisation, ce sous-secteur-là est encore faible. Et l'autre chose, c'est qu'en termes de financement, hein, nous l'avons dit tout à l'heure, comparé à l'eau potable, et c'est le problème est un peu le même pratiquement en Afrique francophone. En Afrique francophone, dans les pays anglophones comme l'Ouganda et autres, donc il y a des avancées. Alors, le sommet a permis de faire quoi? D'abord, l'une des résolutions fortes, c'est que maintenant, on essaiera de faire un plaidoyer au niveau de l'Union africaine, pour que l'Union africaine porte maintenant cette question-là, pour amener les États, effectivement, à faire de cette question-là une question de priorité dans leur agenda de développement. La deuxième chose, c'est l'innovation. Les gens sont venus avec véritablement des expériences innovantes. Hein? Il y a la question des bouts de vidange qui était au cœur même qui était le thème principal de ce sommet-là. Mais aujourd'hui, regardez dans nos pays, regardez à Cotonou, est-ce que nous avons un système efficace de gestion des bouts de vidange? Non, les gens défèquent n'importe comment et tout. Même ceux qui ont déjà des toilettes, lorsqu'on vient donc pour vidanger vos fosses, est-ce que vous savez très bien... Ça se retrouve dans la mer. Dans la mer. Donc, il y a un traitement à faire. Et avec ces bouts de vidange, c'est encore une opportunité parce que tout simplement, on peut fabriquer de l'énergie avec, on peut même fabriquer des briques avec, on peut faire de l'engrais avec. Donc, ça veut dire quoi? Le sommet a recommandé qu'effectivement, que tous les États fassent des efforts pour pouvoir donc traiter, bien stocker, traiter les bouts de vidange et en faire une opportunité, création de l'emploi pour les jeunes et tout ça, parce que c'est un secteur vraiment porteur. Merci beaucoup à vous, Alain Torsonon, pour ce partage de recommandations et des orientations données par ce sommet, le sommet africain sur l'hygiène et l'assainissement, auquel vous avez donc participé. Merci beaucoup à vous. Merci. Et à très très bientôt. On comprend tout simplement que le Bénin a beaucoup à gagner en accordant plus d'attention à ce sous-secteur-là, quand on parle bien sûr d'hygiène et assainissement. Le grand rendez-vous va continuer. On va à présent suivre la rubrique Autant savoir. Autant savoir, aujourd'hui on parle de tennis. Nous sommes dans l'univers des raquettes, des tennis, des balles de tennis si vous voulez. C'est ça aussi, hein, cette discipline. La particularité, c'est surtout la raquette. Et là, nous parlons de tennis. Il faut dire que c'est une discipline sportive qui n'est pas aussi pratiquée au Bénin comme le football, par exemple. On en parle, mais pourquoi cela et comment ça marche en réalité dans ce secteur? C'est à ces questions-là que nous allons répondre aujourd'hui sur Autant savoir, mais juste derrière ce commentaire sur image signé Marcel Guatoro. Sport de raquette, le tennis oppose soit 2 joueurs ou 4 joueurs qui forment 2 équipes de 2. Même si ce sport n'est pas aussi connu que le sport roi, qu'est le football, il connaît beaucoup de pratiquants. Et pour preuve, la Fédération béninoise de tennis existe et régule la pratique de ce sport au Bénin. Rien qu'en septembre 2018, le Bénin a participé à plusieurs compétitions dans différentes catégories du tennis. Championnat d'Afrique des tennis des 12 ans et moins filles, tournoi des 14 ans et moins, circuit ITF pour ne citer que cela. Comme défi pour la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération béninoise de tennis, il faut promouvoir le développement du tennis à la base. Et cela passe par des camps d'entraînement et des programmations adaptées aux besoins des plus jeunes pour leur donner envie de prendre la raquette. Quelle stratégie mettre en place pour faire davantage connaître le tennis au public béninois? Comment susciter plus d'adhésion à la pratique du tennis
Autant de sujets de préoccupation qui interpellent la Fédération béninoise de tennis. Allez, merci beaucoup donc à Agnat Onifade Bello pour ce commentaire sur image. Agnat qu'on retrouve bien sûr en plateau pour parler de tennis. Oui, la régie nous a renvoyé la balle à nous maintenant. De la reprendre. De la reprendre tout simplement. Bonsoir Agnat. Bonsoir Assioum Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous parlons de tennis et on reçoit le numéro 1 de tennis au Bénin, je pense. C'est le numéro 2, hein, vous êtes le vice-président de la Fédération béninoise de tennis, M. Mohamed Aboubakari. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, il est question de voir un peu comment ça marche dans ce secteur. Et oui, aujourd'hui, nous sommes le 4 mars, ça vous le savez déjà, mesdames et messieurs, mais peut-être que vous l'ignorez, mais aujourd'hui, c'est la journée internationale de tennis. C'est donc pour nous l'occasion de revenir sur un sport qu'on ne connaît pas toujours très bien. On les voit juste avec le raquette en train de frapper dans une balle. Est-ce que cela va au-delà? Comment est-ce que se porte ce sport ici au Bénin? On en parle avec le vice-président de la Fédération béninoise de tennis. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau. Ma première question, c'est déjà de savoir comment se porte le tennis au Bénin. Merci. Le tennis se porte très bien. C'est vrai que je vais nuancer un peu vos propos. Le tennis, il n'est pas aussi connu que le handball, le basket et le football, mais avec les actions qui sont menées par les différents présidents qui ont géré cette fédération depuis près de 25 ans, c'est un sport qui a commencé à prendre. Moi, par exemple, je suis de parents assez modestes, mais j'ai commencé à jouer déjà à Parakou dans les années 86-87 au tennis. Donc, le tennis se porte bien. Il y a de plus en plus de pratiquants. Nous avons aujourd'hui 23 clubs de tennis disséminés sur toute l'étendue du territoire. Et je pense que les quelques rares départements qui n'ont pas de club, ça doit être la Donga, et la Libori et les collines. Sinon, dans tous les autres départements. 23 clubs, hein? Oui, 23 mais on ne dirait pas. Clubs, oui. Et on ne dirait pas. On ne dirait pas. Le championnat, Le championnat se déroule chaque année, surtout depuis que le mandat actuel. A démarré en 2017 sous la présidence de Jean-Claude Talon, qui est le président. Le championnat s'organise chaque année. Ah, d'accord. D'accord. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est que pendant longtemps, on a eu l'impression que c'est pour une catégorie de personnes, hein, le tennis. On dit souvent, hein, même dans notre entourage, la plupart des enfants qui s'y intéressaient, c'était beaucoup plus des enfants de parents plus ou moins nantis. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un sport de riches, genre comme le golf? En fait, j'ai eu cette idée au départ, mais je donnais tout à l'heure mon exemple. Je suis de parents modestes, je n'avais pas la possibilité de m'acheter une raquette. En 86-87, une raquette, ça coûtait déjà pour les jeunes, hein, entre 25 et 35 000. Donc, ce n'était pas déjà aisé. Aujourd'hui, il faut compter 50-60 000 pour les enfants, mais c'est relatif. En fait, c'est le premier investissement au tennis. Lorsque vous venez un peu entre griffes vierges, vous ne connaissez pas le tennis. Quand vous venez dans ce monde-là, le premier investissement, il faut acheter une raquette. Ça fait déjà de l'ordre de 50 000. Il faut avoir une raquette. Oui. Alors, il faut avoir les balles, les tennis. Il faut avoir, n'est-ce pas, les balles. C'est ce qui fait qu'on pense que c'est cher. Sinon, si vous avez le premier investissement, une raquette, ça peut durer 10 ans. Ce qui n'est pas pareil pour une balle de handball. Pour une balle, là, chaque année, pratiquement, vous achetez des balles. Sinon, même chaque 6 mois. Donc, c'est relatif. Lorsqu'on pense que donc l'investissement est sur le long terme. Voilà, c'est sur le long terme et nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait de plus en plus de pratiquants au niveau du tennis. À partir de quel âge on peut commencer à pratiquer le tennis? Déjà à partir de 5 ans, les enfants peuvent commencer le tennis parce qu'il y a ce qu'on appelle les poussins.
avant qu'on arrive aux minimes, ensuite les cadets. D'accord. Assiem Gaba, rappelez-moi, avant la fin de cette rubrique, j'ai une anecdote à partager avec vous et avec vous également. Mesdames et messieurs, en attendant, le plateau se poursuit. Dans le commentaire qu'on a suivi, on se rend compte que l'année écoulée, le Bénin a participé à un certain nombre de compétitions sur le plan international, régional d'abord et international après. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou pas, on est assez présent au niveau des rencontres sportives, ce qui concerne le tennis. Est-ce qu'on peut dire que le niveau de notre participation était quand même à la hauteur? Merci. Avant de répondre à votre question, je vais commencer à vous décliner très rapidement notre stratégie. Le bureau qui est là actuellement a une stratégie en 4 axes. Premièrement, nous voulons renforcer, réorganiser le cadre institutionnel du tennis. C'est-à-dire qu'on va mettre en place les ligues, qu'on va essayer de voir la question de l'équipe nationale, n'est-ce pas, de tennis au niveau de chacune des catégories d'âge qui jouent, n'est-ce pas, au tennis, en commençant à partir des 10 ans et moins, 12 ans moins, 14 ans moins, 16 ans et moins, 18 ans et moins, et aller vers les plus de 18 ans qui sont les seniors, avec les questions de licence, n'est-ce pas, des joueurs. Le second axe, c'est les infrastructures et les équipements au niveau, n'est-ce pas, de tous les clubs, parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, la pratique du tennis va pouvoir recevoir un coup. Le troisième axe, c'est la formation de tous les acteurs. La formation et de tous ceux qui gèrent d'abord, n'est-ce pas, le tennis, qu'ils sachent comment on fait la gestion, comment est-ce qu'on fait le management, n'est-ce pas, d'un club de tennis. Ensuite, c'est les entraîneurs. Et dans le cadre de la célébration de cette journée, hier déjà, on a clôturé un stage de formation d'une vingtaine d'entraîneurs. Donc, ils auront désormais le niveau 1 d'entraîneur, et c'est l'un de nos compatriotes qu'on appelle Achille Takpa, qui est une très grande personnalité en matière de connaissances, n'est-ce pas, des techniques au niveau du tennis, qui est venu et qui a donné cette formation-là, et nous avons fait la clôture sous la direction de Jean-Claude Talon au Tennis Club de l'Amitié hier. Donc, c'est pour dire que la formation, n'est-ce pas, ça se poursuit. Et enfin, pour venir à votre question, c'est les compétitions. Être présent chaque fois qu'il y a des compétitions de tennis au niveau du Bénin. Ma question, c'était par rapport au niveau déjà. Oui, par rapport au niveau, c'est pour avoir le niveau, il faut déjà participer. Oui. Ensuite, ça fait 3 ans consécutivement que la Confédération africaine de tennis, la CAT, et la Fédération internationale de tennis renouvellent leur confiance au Bénin pour organiser la 3e édition du championnat d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Est-ce qu'actuellement on a des champions sur le plan africain, sur le plan mondial au Bénin? En 2017, le Bénin était 9e en Afrique, pour toute l'Afrique, 9e. En 2018, nous sommes passés à 7e. Donc, vous voyez déjà que nous avons gagné 2 points. Mais lorsqu'on prend notre région Afrique de l'Ouest et du Centre, le Bénin est pratiquement 2e. Le Bénin est 2e et nous avons le 2e, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest, qui est le jeune Monou Sylvestre. D'accord, vous nous parlez de ce produit, justement. 2e de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, vous imaginez. Et il est au niveau junior, il est 185e joueur mondial. Ça veut dire que d'ici là, il va toiser les 100 juniors à l'international, et on pourra avoir pour la première fois un jeune joueur béninois qui sera, n'est-ce pas, à Roland-Garros. On a quand même connu des références en matière de tennis des autres pays, Yannick Noah, France, et puis le Cameroun. Est-ce qu'il y a des références au Bénin quand on parle de tennis? Oui, on peut le dire. Peut-être que c'est le niveau auquel ils ont joué qui n'est pas le même. Celui qui coach, par exemple, Monou Sylvestre, on l'appelle Gandonou Alphonse. Alors, c'est celui-là, qui fait partie dans l'histoire récente du Bénin, ceux qui ont participé à des compétitions à l'international et qui sont revenus, notre Roland Garros, et qui sont revenus avec les trophées. Alors, je ne vais pas m'arrêter là, parce que nous avons également une jeune prodige qu'on appelle Naoum Gloriana Koretti. C'est une jeune fille de pratiquement 13 ans actuellement, donc 12 ans, et qui est en train, n'est-ce pas, de nous donner beaucoup de joie. De visibilité. Imaginez, en 2018, son géniteur, il faut le dire qu'il suit sa fille,
il l'a fait participer à des championnats d'été en France et elle est revenue avec 3 trophées en France. L'anecdote, ça va se faire en 30 secondes. Pendant longtemps, quand on était enfant, on disait que les joueurs de tennis ont toujours un bras plus long que l'autre. J'aimerais que vous, vice-président de la Fédération béninoise de tennis, vous levez l'équivoque. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste de la blague? Non, mais je crois que les téléspectateurs nous regardent. Je n'ai pas un bras plus long que l'autre, alors que j'ai une pratique... Pour les tendre, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai une pratique de près de 30 ans déjà de tennis, donc je crois que... Ce n'est pas vrai. D'accord. Merci à vous. C'est juste pour vous dire que la pratique du tennis n'a aucun inconvénient sur la santé. Merci à vous de nous avoir reçus. On se donne rendez-vous encore demain sur Autant Savoir. En attendant, je vous laisse avec Assum Gaba. Ah oui, je pense que la pratique est plutôt bénéfique du point de vue santé. Oui, le sport. Allez, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Oui, j'ai bien vu votre main, Yasmine. On va tout droit à la salle de rédaction de BB24 pour y retrouver Estelle Pazot. C'est l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. C'était une première pour les artisans béninois. Ils se sont retrouvés pour marquer leur journée. Les grands moments de la fête, c'est à suivre dans quelques instants. D'une journée à une autre, le 1er mars, c'était la journée africaine de l'alimentation scolaire. Occasion de rappeler combien l'alimentation peut jouer le rôle de maintien des enfants à l'école. Et puis, les OGM, organismes génétiquement modifiés, font toujours débat. Certains y voient l'amélioration de la production et d'autres un danger pour l'environnement. Suivez dans ce journal l'avis d'un naturaliste sur la question. Pour la première fois, les artisans de la zone 1 d'Akpakpa ont célébré dans la ferveur la journée de l'artisan béninois. C'est une occasion de réjouissance qui a réuni tous les membres de la coalition pour le développement des artisans couturiers, cordonniers, matelassiers et brodeurs d'Akpakpa. Enoch Rumpati et Alexis Kenom étaient de la partie. Voici leur compte rendu. Des artisans d'Akpakpa à Cotonou paraît de leur plus beau tissu circonstanciel. Ici, apprentis et patrons d'ateliers se donnent à cœur joie. Ils célèbrent la journée de l'artisan béninois. C'est une coalition de 10 associations ayant pour vision le développement du secteur artisanal béninois. Ça regorge les couturiers, les cordonniers, les matelassiers et les brodeurs. L'idée, c'est de vouloir nous rassembler pour fédérer les énergies afin de porter plus haut le flambeau de l'artisanat au niveau de la zone. La coalition représente à elle seule une multitude de corps de métier. La formation et le recyclage de ses membres pour une relève de qualité sont entre autres ses priorités. Pour les apprentis, nous faisons des examens blancs avant les examens nationaux du 5e certificat de qualification au métier et le recyclage des apprenants. Aussi la formation de renforcement des capacités pour les patrons. Maillon important pour toute société parce qu'apportant une valeur ajoutée à l'économie nationale. Ces hommes et femmes artisans sont souvent confrontés au paiement des impôts. Ça fait que les artisans ne montrent pas bien leur talent. Parce que quand tu veux agrandir la télé, tu as d'abord peur des impôts. Nous ne refusons pas de payer l'impôt parce que quand nous travaillons, nous gagnons et l'État aussi gagne en retour. Voilà pourquoi cette occasion de réjouissance a été mise à profit par la Direction générale des impôts pour les sensibiliser sur la TPS, la taxe professionnelle synthétique. Nous sommes beaucoup plus appesantis sur ce que nous appelons taxe professionnelle synthétique, la TPS communément, parce que c'est cette taxe-là qui est due par tous ceux-là qui réalisent un chiffre d'affaires qui est compris entre 0 et 50 millions. Nous espérons fermement que notre passage aura permis à nos artisans de mieux comprendre leurs obligations, de mieux comprendre également leurs droits, pour que chacun d'eux puisse apporter leur pierre à l'édifice.
Ces artisans souhaitent par ailleurs l'appui du gouvernement à travers la mise en place d'un fonds de garantie pour booster leurs activités. On passe d'une journée à une autre. La journée africaine de l'alimentation scolaire, c'était le 1er mars dernier. Cette année, elle a été placée sous le thème « Investir dans l'alimentation scolaire endogène pour éradiquer la faim, soutenir l'éducation inclusive pour tous, y compris les réfugiés et les personnes déplacées en Afrique ». Occasion de soutenir que l'alimentation peut être un instrument de maintien à l'école pour les enfants des milieux défavorisés. Louis Koudogbo, Lazare Migrant. Permettre à tous les enfants d'avoir accès à l'école, de réussir et d'achever leur cursus scolaire. C'est le credo de l'Union africaine à travers son programme dédié à la Journée africaine de l'alimentation scolaire. La célébration de la Journée africaine de l'alimentation scolaire s'inscrit dans un contexte où, à travers la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique, les États africains ont décidé d'utiliser l'alimentation scolaire comme un instrument de plaidoyer qui contribue véritablement à l'éducation au niveau du continent. Et ils ont par la même occasion invité les États membres de l'Union africaine à s'investir dans l'alimentation scolaire. Depuis 2017, le gouvernement béninois, à travers les cantines scolaires, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, continue d'élargir l'accès à l'alimentation pour tous. C'est environ 4000 écoles qui bénéficient de ce programme et ça constitue 52% des besoins des écoles primaires publiques en matière de repas scolaires. De plus en plus, il ne s'agit plus simplement de donner le repas aux enfants, mais au-delà du repas dans l'assiette des enfants, il faut toucher d'autres aspects comme la nutrition, la santé, l'hygiène et l'assainissement. Et je voudrais parler de la production locale. On parle d'alimenter les enfants dans les écoles. Si nous utilisons la production de nos agriculteurs pour nourrir près de 700 000 enfants, le nombre d'enfants que le programme assiste actuellement, vous imaginez le tonnage d'aliments qui devra être produit. Après le Niger, le Congo et le Zimbabwe, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille cette année la 4e édition de la Journée africaine de l'alimentation scolaire. Les organismes génétiquement modifiés OGM sont conçus dans le but d'améliorer les rendements de production. Pour certaines agences scientifiques et réglementaires, loin d'être dommageables pour l'environnement, ils sont une opportunité. Mais Patrice Sabo en a une toute autre opinion. Il est ici au micro de Enoch Rompati. OGM, organisme génétiquement modifié. Ça veut dire quoi? Les gens ont réussi à modifier le patrimoine héréditaire des êtres vivants comme les animaux, les végétaux, les micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu, pour dire qu'ils veulent transformer ça pour obtenir des organismes nouveaux. Et tout ça se passe au laboratoire. L'exemple que nous connaissons, c'est l'exemple du coton génétiquement modifié de Burkina Faso. En dehors de ça, nous devons savoir que lorsque cette semence est mise au point, elle coûte plus cher, largement plus cher que les semences ordinaires, les semences conventionnelles. Deuxième chose, il y a des conséquences juridiques. Vous ne pouvez plus utiliser librement cette nouvelle semence-là parce qu'il y a des droits, des brevets dessus. Ça veut dire que privatisation, ça veut dire dépossession des cultivateurs de leurs semences. Ensuite, sur l'environnement, vous allez voir qu'on fait de la monoculture. C'est-à-dire qu'aucun autre arbre ne peut rester sur une surface sur laquelle on cultive des semences OGM. L'exemple de l'Argentine est palpable. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus aucune abeille, il n'y a rien du tout. Et c'est ça aussi qui crée les gaz à effet de serre, qui crée le changement climatique. Il y a une autre manière de produire de manière saine pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour la santé humaine et pour l'environnement. Nos petits paysans savent que lorsque le sol est épuisé, on peut faire de la jachère. Ils savent qu'on peut utiliser du compostage. Ils savent qu'on peut faire une rotation de culture. Ils savent conserver les semences. Ils savent faire tout ça. Ils ont besoin seulement que leurs conditions de vie, de travail soient un peu améliorées. Le Bénin aujourd'hui n'a aucune loi. On avait pris des moratoires et les moratoires ont expiré depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes sur un terrain sans loi et n'importe qui peut venir ici faire ce qu'il veut tout le temps
et nous ne saurons même pas ce qui va se passer. On ne pourra même pas l'attaquer parce que nous n'avons aucun instrument juridique pour le faire. En 2018-2019, le marché mondial du cacao devrait connaître un excédent de 39 000 tonnes de fèves. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation internationale du cacao dans ses dernières prévisions. D'après l'organisation, la production mondiale d'or brun est attendue à 4,79 millions de tonnes durant la dite année cacaoyère, soit une hausse de 150 000 tonnes par rapport à la campagne précédente. La Côte d'Ivoire devrait réaliser une récolte de 2,15 millions de tonnes de cacao à la faveur de l'amélioration des conditions climatiques. Pour sa part, la production ghanéenne tournera autour de 900 000 tonnes. Les deux derniers films sénégalais projetés au FESPACO sont Femme Lionne de Lobé Ndiaye de la RTS et Garmi. Femme Lionne est un portrait d'André-Marie Ndiaye Bonané, déterminé à maintenir les filles à l'école. Garmi est une série relatant une histoire de personnages de rang social noble vivant au XXIe siècle. Reportage. Pour sa première participation au FESPACO, Lobé Ndiaye nous dresse le portrait d'une icône de la lutte pour le maintien des filles à l'école. André-Marie Ndiaye Bonané est une femme lionne, selon Lobé. J'ai vu La Noire 2 au moment où le FESPACO n'était pas encore bien structuré, où Saint-Ben venait aider le cinéma de Voltaïque à l'époque. Et aujourd'hui, le bon Dieu, je dis bien le bon Dieu parce que je suis croyante, me donne cette chance de me retrouver dans une délégation sénégalaise au Burkina Faso. Je suis comblée. Et c'est Lobé qui m'a fait ce beau cadeau. À travers ce documentaire, je vais à la découverte du professeur André-Marie Ndiaye Bonané, une femme battante, une femme atypique qui lutte depuis 40 ans pour le maintien des filles à l'école. C'est une femme plurielle. J'évoque à travers ce documentaire-là son portrait en tant qu'épouse, immigrée, écrivaine, femme engagée, à travers son parcours entre le Burkina Faso, la France et le Sénégal. Femme Lionne a été réalisée grâce à une coproduction entre le CIRTEF et la RTS et le ministre de la Culture de faire le déplacement pour encourager ce film en compétition dans la section documentaire court-métrage. Prenant prétexte de la qualité de Madame Diagne, l'épouse de Mamoussé Diagne, il nous a dressé le portrait d'une femme dynamique, extrêmement puissante intellectuellement, mais surtout ce que Lobé a réussi à faire, c'est de traduire à partir de cette femme et en elle-même la culture dans tous ses aspects. Les arts visuels, les arts littéraires, les arts scéniques, le tissage, un croisement d'art extraordinaire à travers une personne. C'est fascinant ce film-là. Le dernier film sénégalais à être projeté est une série. Garmi relate l'histoire d'une classe sociale noble qui vit au XXIe siècle avec ses interdits, ses codes, ses traditions et surtout ses tares. Garmi, c'est un voyage au cœur de la nature humaine parce que ça nous permet de découvrir en fin de compte la nature humaine. Avec cette série, le réalisateur arrive pour la deuxième fois au FESPACO qui fête cette année son jubilé d'or. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments sur BB24, la chaîne du développement. Bien sûr que les bons moments continuent sur le grand rendez-vous après le journal présenté par Estelle Pazou. Merci à vous Estelle et à demain pour une autre édition du journal. Le grand rendez-vous va continuer cette fois-ci, va faire appel pour une dernière fois à la météo.
Et ce sera tout pour cette édition du Grand Rendez-vous. Portez-vous bien, chers téléspectateurs, et retrouvez-nous déjà demain à 19h00 pour un autre Grand Rendez-vous. Ciao.